Et donc j'ai plaisir à ouvrir ce colloque que les organisatrices m'ont demandé de présenter pour d'abord saluer le travail qui est fait par Des Crucis, dont un grand nombre d'entre vous, certains d'entre vous sont des acteurs et un outil de réflexion critique qui est à l'esprit des chercheurs, mais aussi des étudiants, d'un public plus ouvert déjà depuis quelques années. Et je me félicite donc que notre laboratoire soit partenaire de cette journée d'études utile, sinon importante. Alors, ce laboratoire, en un mot, rassemble des femmes et des hommes qui sont d'abord des historiennes et des historiens des relations internationales, de tout au fond, d'abord de la discipline historique, mais aussi de sciences sociales, qui sont les études de civilisation, les études de langue, des études de sciences politiques, puisque notre démarche dans les sciences sociales cherche à analyser les questions très contemporaines des relations internationales. Je voudrais donc, dans ces quelques mots d'accueil, vous dire d'abord le plaisir de vous accueillir en Sorbonne, pour celles et ceux d'entre vous qui y viennent plus ponctuellement que nous. Et je voudrais bien sûr remercier et féliciter Galia Ackerman, Françoise Thom, Laurence Saint-Gilles, qui sont des chercheuses et des esprits critiques, libre. J'ai été heureux dans les 15 années écoulées de travailler notamment avec Françoise Thom et Laurence Saint-Gilles, avec lesquels le travail quotidien ou hebdomadaire a été à la fois toujours une exigence, une action tournée vers la formation des femmes et des hommes, la fabrication des idées, avec un esprit critique qui est au fond la liberté première des universités et d'abord des universitaires. Je voudrais deuxièmement faire quelques remarques sur les questions qui nous intéressent, mais d'une manière très générale et pour dire l'intérêt, me semble-t-il, de notre journée. La première remarque est pour se féliciter que ce colloque nous invite à regarder par une autre perspective les affaires internationales que celles que nous, Européens, Français, même s'il y a parmi nous des collègues étrangers, privilégions dans notre démarche intellectuelle et sensible première. L'ambassadeur Maurice Gourdeau-Montagne, intitulant ses mémoires très récemment, à ce titre que vous avez à l'esprit, les autres ne pensent pas comme nous. Les autres ne voient pas le monde comme nous. Et c'est si vrai que c'est pour nous la nécessité de comprendre, écouter, décentrer notre regard. Et le programme de la journée d'études aujourd'hui, Chine-Russie, affinités et différences, est précisément une autre perspective pour comprendre la dynamique des relations internationales et les évolutions de la société internationale, pas simplement et plus par, au fond, une sensibilité Est-Ouest qui nous avait été prêtée par le XXe siècle et la guerre froide. Pas simplement par une vision transatlantique dans laquelle nous pensons nos réflexions avec le bloc stratégique et géographique comme culturel américain. Pas préalablement et seulement européen ou par le couple franco-allemand. C'est donc une autre manière, tout en conservant ces approches qui nous sont propres et premières, de réfléchir et de regarder le monde qui est nôtre par une autre perspective qui orchestre différemment les questions, les réponses et les défis qui sont nôtres. La question, par exemple, de l'Occident et de la désoccidentalisation des relations internationales ne peut frapper au fond qu'un Français, un Européen ou un Occidental, tant le monde divers, complexe, articulant des sous-systèmes stratégiques, économiques, dans des relations d'abord géographiques qui sont la marque du monde, caractérise les relations internationales. Autrement dit, cette perspective me paraît heureuse pour pouvoir produire une réflexion critique nouvelle. Une autre remarque en regardant les 4 tables rondes qui nous sont données vient et qui est probablement l'intérêt d'analyser cette relation bilatérale, mais qui en réalité offre une complexité et un système d'explication qui se voudrait total, sinon global, de la politique internationale aujourd'hui. Au fond, la politique internationale peut-elle se faire sans la Chine et la Russie et sans prendre en compte la relation singulière qui les unit et les confronte?
Je voudrais simplement ici dire l'intérêt qu'il y a à replacer l'actualité la plus immédiate dans une compréhension des dynamiques historiques des relations internationales. Par exemple, celle du XXe siècle avait prêté à la relation Chine-Russie une logique qui, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, était celle de relations des mondes colonisés, non colonisés pour l'essentiel, mais pas en totalité. Pendant la guerre froide, c'était une autre dynamique qui a pu prévaloir par la volonté de l'Union soviétique d'organiser le communisme international en cherchant à contrôler les alliés et les sujets de l'Empire soviétique, tout en contrôlant la Chine, d'où la dynamique singulière des relations bilatérales sino-soviétiques des années 1950 aux années 1970 ou 80. Par conséquent, cette asymétrie a caractérisé partie de la question et de la manière de poser la question dans l'historiographie internationale. Au fond, les années 1970 et 1980 ont déplacé cette relation entre les deux pays par l'intervention d'acteurs extérieurs à la relation directe, à savoir les États-Unis, avec la politique Nixon-Kissinger, mais aussi, dans les années 1970-1980, on fait monter des logiques de compétition qui se sont affirmées, mais d'une manière toute nouvelle, dans les années 1990-2020. C'est un fait que l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce et la révision qu'elle a voulu donner de fonctionnement de l'OMC, avec la Russie, mais aussi à côté d'elle, constitue un point important. Donc cette relation asymétrique, probablement renversée aujourd'hui, avec une Chine qui domine la Russie, là où la Russie cherchait à dominer la Chine au XXe siècle, est un des éléments qu'il faut évidemment raffiner, complexifier, mais qui constitue probablement la dynamique de cette relation entre Pékin et Moscou dans les années 2010-2020. Globalisation, et la globalisation du monde serait-elle finalement non pas occidentale mais sino-russe? Et voilà une question qui évidemment met des éléments irritants et stimulants pour réfléchir aux relations des années 2020-2030, rapportés aux grands objectifs de ces deux pays, de ces deux États, et dont nos débats, je devine, chercheront à caractériser la nature, à la fois comme État, comme puissance, comme empire, ou comme moteur des relations internationales, régionales et mondiales. Sont d'ailleurs des puissances mondiales, réellement mondiales, et ici les États-Unis s'invitent, puisqu'ils ne veulent plus régler toutes les crises du monde, la puissance militaire américaine ne fera pas baisser la garde atlantique dans les années 2020-2030, en s'interrogeant évidemment sur ces manifestations. Et au fond, cette remarque entraîne une troisième et dernière idée, interrogation, c'est celle de l'actualité de la question qui est donnée par la guerre russo-ukrainienne et l'agression russe contre l'Ukraine. Voilà au fond un événement qui n'est pas terminé, qui n'est pas clos, mais dont les potentialités de transformation des relations internationales sont évidentes et opérantes sous nos yeux. C'est d'abord la question première qui est de savoir ce que la guerre russo-ukrainienne, une fois qu'elle sera ou serait terminée, aura d'effets transformateurs de la relation entre la Chine et la Russie, dans leurs relations bilatérales, mais d'une manière plus systémique pour les relations internationales en Asie et dans le monde. Le dernier aspect est pour souligner ici l'intérêt d'une analyse dans le très contemporain et dans l'immédiateté des événements que nous vivons, tout en regardant tout de même les dynamiques historiques à l'œuvre, mais également juridiques, stratégiques, c'est évidemment d'essayer d'analyser la nature de cette relation et des éléments dynamiques qu'elle apporte à notre système international. Par exemple, sera-ce la Chine qui pèsera sur la résolution finale de la guerre russo-ukrainienne ou un autre facteur préalable et premier qui l'emporterait. Autant dire que
les 4 tables rondes que nous avons, pour des travaux que je crois riches, eh bien, s'annoncent le mieux possible. Je voudrais remercier avec Galia Ackerman, François Stom et Laurence Saint-Gilles, tous ceux et toutes celles qui ont accepté de venir confronter leurs idées. En tout cas, nous sommes heureux de vous donner la parole. Donc, bonjour, merci à Monsieur Olivier Fourcade d'avoir planté le décor à la fois géopolitique et intellectuel de nos débats. Merci à tous ceux et toutes celles qui se sont levés tôt ce matin pour se pencher sur cette question des affinités, des différences de la Chine et de la Russie. Et il va bien falloir une journée, je pense, pour cerner ce qui lie ces deux régimes, ce qui les distingue, pour évaluer la relation qu'ils entretiennent, savoir si cette relation est égale ou non, ou pour le dire autrement, si dans ce couple géopolitique, il y en a un qui mène le bal. Et lequel et comment. Rappelons-nous peut-être pour commencer ce que disaient Xi Jinping et Vladimir Vladimirovitch Poutine il y a 1 an et demi, tout juste 4 jours après la visite que Poutine venait de faire à Mariupol, ville martyre dont le bilan de la conquête a été évalué à 75 000 morts civils. Je parle juste des civils. Et cette visite avait eu lieu comme un bras d'honneur à la décision de la Cour pénale internationale de lancer contre Vladimir Poutine un mandat d'arrêt pour crimes de guerre en raison de la déportation organisée des milliers d'enfants ukrainiens en Russie pour les désukrainiser. Alors, qu'est-ce que se disaient ces deux-là ce 23 mars 2023 dans un aparté qui était soigneusement mis en scène pour être filmé par les caméras de télévision, de sorte que le message soit bien entendu sur toute la planète? C'est Xi qui parle, et Xi, que dit-il? En ce moment même, il y a des changements comme nul n'en a vu depuis 100 ans, et c'est nous qui les pilotons ensemble. Alors, depuis 100 ans, on pourrait dire que qu'est-ce qui s'est passé? Un tout petit rappel. 1923, c'est la proclamation de la République turque par Atatürk, la laïcisation de la Turquie. 1923 aussi, ça vous le savez peut-être moins, c'est la constitution afghane du roi Amanullah qui dévoile les femmes parce que Amanullah veut mettre fin à l'esclavage des femmes en Afghanistan. Je le rappelle aujourd'hui parce que quand on connaît la condition des femmes en Afghanistan aujourd'hui. Donc voilà, c'est un changement considérable parce qu'en fait, c'est un changement qui continue d'ébranler le monde, en réalité. Et puis après, on a eu rien moins que la crise de 1929, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, Hiroshima, Nagasaki, la Révolution chinoise, la guerre de Corée, les décolonisations, la victoire de la Révolution islamique iranienne, la conquête de l'espace, la chute du mur de Berlin, l'effondrement du bloc soviétique, et dans un autre domaine, la révolution numérique, la révolution agricole verte qui avait permis d'en finir avec les famines, l'invention, on l'a oublié, mais l'invention et les bienfaits de la pénicilline, c'était un progrès majeur dans l'histoire de l'humanité, etc., etc. Donc vous voyez la mégalomanie qu'il y a dans le propos de Xi et dans le projet que Vladimir Poutine et Xi Jinping voulaient annoncer ou mettre en scène dans cette aparté public, si j'ose dire. Alors, si on revient à la définition de Lénine qui voyait dans l'impérialisme le stade suprême du capitalisme, on peut se demander si dans leur opposition aux États-Unis et à l'Occident, la Chine et la Russie, et là je pense à ce que vient de nous dire Olivier Fourcade, la Chine et la Russie ne sont pas en réalité la forme extrême d'un modèle qu'ils dénoncent. C'est-à-dire que c'est la pointe perverse, la plus perverse de l'Occident dont ils sont nés en réalité. La Chine moderne et la Russie soviétique et post-soviétique. On peut se demander donc s'ils ne sont pas plutôt, non pas dans une logique de changement et de dépassement, mais dans une logique beaucoup plus banale, beaucoup plus darwinienne au sens de Herbert Spencer, dans une logique pure de rivalité assortie d'un objectif de domination qui va bien au-delà de la simple question dont on nous parle souvent de la reconstitution des zones d'influence. Pour ma part, il me semble, comme je l'ai écrit dans un papier, dans la dernière livraison de Descrucy, qu'il y a là une affinité très profonde avec ce qui se passe dans un certain nombre d'autres
pays et domaine, une affinité avec une vision du monde qui vise à réinstaurer en fait une forme de féodalisme et des formes de vassalité. Et on voit ça aussi bien en Iran, on voit ça aussi bien en Hongrie, on voit ça aussi bien en Turquie, mais on voit ça aussi du côté technologique avec avec les libertariens et notamment quelqu'un comme Elon Musk. Voilà. Donc nous allons plutôt, me semble-t-il, vers une tentative de régression mondiale vers une forme moderne de féodalisme dans un monde vers un monde structuré par un principe de domination qui s'opposerait à un monde structuré par celui de la délibération. C'est le monde hérité de la création, d'abord de la Société des Nations, puis des Nations Unies. Donc un monde de la délibération et de la recherche du compromis à partir de l'acceptation de la différence et des opinions, des cultures et des intérêts. C'est à ça que s'opposent, à mon avis, la Russie et la Chine. Alors, nous allons examiner ce matin, puisque c'est le thème de notre table ronde, la collusion économique et politique entre ces deux régimes dictatoriaux. Alors, nous allons le faire avec Emmanuel Véron, qui nous présentera les dessous d'une entente sans limite dans les domaines économiques, diplomatiques et stratégiques, et aussi militaires, et Pierre Andrieux qui mettra en évidence le caractère déséquilibré de cette entente. Alors, je vais d'abord présenter Emmanuel Véron qui prendra la parole pour un quart d'heure à peu près, et puis ensuite je donnerai la parole pour un autre quart d'heure à Pierre Andrieux. Nous échangerons ensemble et vous aurez la parole ensuite. Donc on a 1h30 devant nous. Alors Emmanuel Véron est docteur en géographie, enseignant-chercheur associé à l'Institut national des langues et civilisations orientales, à l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est et à l'École navale, si je ne me trompe pas. Et alors en 2016, il soutenait sa thèse. Vous verrez qu'on a changé de climat, si j'ose dire. Il soutenait une thèse sur les espaces ruraux du delta du Yangtze à l'heure du tourisme citadin. Donc c'était dans un univers où on voyait la Chine beaucoup plus, comment dire, de manière beaucoup plus irénique. Et alors on n'en est plus là, puisque si on regarde les nombreux articles d'Emmanuel, on est plutôt dans les différents aspects de la stratégie de puissance et dans les ambitions géopolitiques de la Chine. Et il est l'auteur avec Emmanuel Linco de La Chine face au monde, une puissance résistible en 2021. Et Emmanuel, tu as la parole. Merci Jean-François. Merci beaucoup. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis absolument ravi et honoré de participer à ce colloque et j'en profite pour remercier très vivement Galia Ackerman ainsi que l'ensemble de l'équipe de Desk Russie pour organiser ce colloque qui a été le fruit de réflexion durant des mois d'ailleurs et qui fait suite d'une certaine manière à une première grande table ronde que Desk Russie et Galia Ackerman avaient organisée à la mairie de Paris au mois de juin l'année dernière, en 2023. Alors, brièvement, parce qu'effectivement, c'est un sujet, et Jean-François Boutors l'a bien amené, et l'a bien montré, en 10-15 minutes, je voudrais développer peut-être 3 points sur cette question de Chine-Russie, et quid de cette relation sans limite, de ce partenariat sans limite. J'insiste bien sur le point d'interrogation. 3 points. Tout d'abord, sans faire le panégyrique des relations sino-russes, avoir une focale sur les relations historiques depuis 1949 à aujourd'hui, très brièvement. Puis dans un deuxième temps, quelques éléments sur l'économie et les échanges économiques entre la Russie et la Chine qui amènent à regarder un peu la composition des échanges économiques de l'import-export de la Russie vers la Chine et inversement. Et enfin, je terminerai, ce sera peut-être un peu disproportionné, je vous prie de m'excuser par avance, j'insisterai davantage sur la dernière partie qui sera plutôt politico-stratégique et avoir cet angle d'analyse pour comprendre la relation en fait entre Pékin et Moscou, puisque c'est d'abord et avant tout peut-être une affaire de non pas tant de relations post-impériales, mais plutôt une affaire pas de mafieux, mais en tout cas de gens qui se connaissent particulièrement bien et depuis longtemps. Donc, premier point, le sujet un peu politique et historique. Simplement pour rappeler
même si ça semble être une évidence, à quel point en 1949, lors de la proclamation de la République populaire de Chine, Mao et son entourage avaient besoin d'un soutien international. L'isolement marquait particulièrement l'aventure Mao Zedong et la fondation du Parti communiste chinois qui, rappelons-le, a été fondé plus d'une vingtaine d'années auparavant, suivant deux principes essentiels dans lesquels ils vont retrouver d'ailleurs leurs camarades soviétiques et après. Premier sujet qui est celui de la clandestinité, fondation du Parti communiste en 1921, et celui de la paranoïa dans un deuxième temps. Et je pense que ces deux mots-clés vont perdurer tout au long, bien évidemment, de l'histoire du Parti communiste chinois, mais de tout ce qui va irriguer le Parti communiste chinois et la République populaire de Chine, notamment dans sa gestion des affaires intérieures, avec des guillemets, mais aussi de politique étrangère, et donc par extension de sa relation avec la Russie, ou hier avec l'Union soviétique. Je parlais d'isolement diplomatique, c'est la raison pour laquelle la visite de Mao à Moscou, qui ne se passera pas très très bien, donnera une grosse décennie d'une relation très particulière qui va amener ou qui va induire une sorte de transfert des modèles pour moderniser la République populaire de Chine, à savoir des ingénieurs, des techniciens, le plan, etc., venus de l'Union soviétique en Chine, en Chine populaire. Mais derrière cela, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a transfert de modèles, mais il y a aussi un sujet qui peut-être nous échappe d'un point de vue très occidental, qui est celui d'une connaissance fine des mécanismes d'un côté comme de l'autre, des institutions, des sphères de pouvoir et des lignes de force politiques, et ce depuis 1949. Autrement dit, pour résumer ce premier point politique et histoire, les deux régimes, les deux capitales, les deux sphères d'influence, pour reprendre un des termes de Jean-François Boutors à l'instant, se connaissent très très bien. Ils se connaissent intimement. Ils ont une connaissance réciproque qui est beaucoup plus profonde que ce que l'on peut avoir dans notre construction diplomatique, stratégique et militaire en Occident. Ça veut donc dire qu'il y a un certain nombre de sujets qui nous échappent. Et ce depuis cette période de guerre froide et après la guerre froide. Si on se connaît bien, ça ne veut pas dire que la lune de miel dure éternellement. Et bien évidemment, dans cette relation de proximité, je parlais de clandestinité, de paranoïa, deuxième sujet induit, celui d'un divorce, celui d'une brouille, parce que deux grands ne peuvent exister dans un même contexte. Et s'il y a eu ligne de miel, la relation sino-russe dans la durée est aussi celle de fracture, de dissension, de méfiance réciproque. Là aussi, j'insiste, parce qu'ils se connaissent particulièrement bien, mais parce qu'aussi peut-être ils se vomissent, vous mettez les guillemets que vous voulez, particulièrement bien. Et puis, le contexte international des années 80, puis de l'implosion de l'Union soviétique, vont faire, et j'en terminerai par là pour mon premier point, que Union soviétique, puis Russie et Chine vont se rapprocher, vont reprendre langue et vont reprendre la base d'un échange qui est celle du début du régime communiste en Chine, c'est-à-dire une connaissance réciproque avancée au prisme de l'observation de l'évolution du système international et notamment du renforcement de la puissance américaine après 1991. Ça veut dire que, pour parler clair, le rapprochement sino-russe post-1991 se construit principalement, ou en tout cas très fortement, sur la montée en puissance sans précédent, c'est-à-dire sans véritable compétiteur stratégique de même niveau ou quasi d'égal à égal, de la puissance américaine. Ceci va irriguer l'anti-américanisme, des politiques d'influence et d'ingérence en dehors des frontières russes, même si le sujet est déjà, et chinoise, même si le sujet est déjà très puissamment structurant auprès des opinions et de la sphère informationnelle, comme on dirait aujourd'hui, russe et chinoise,
transcendant leurs frontières dans une direction internationale. Pour conclure cette première partie, s'ils se connaissent bien, qu'il y a eu un va-et-vient, flux et reflux dans leurs relations politiques et institutionnelles, au regard de l'économie russe et de la montée en puissance très forte de la Chine depuis 40 ans, leurs échanges économiques demeuraient relativement faibles en comparaison avec le développement économique de la Chine, avec une large partie de l'Asie, bien évidemment des marchés consolidés européens et nord-américains. Ce qui m'amène donc à mon deuxième point sur le sujet purement économique. Quelques chiffres simples qu'on rappelle régulièrement, mais qui sont intéressants à rappeler. Avant l'invasion en février 2022, les échanges commerciaux sino-russes étaient autour de 140 ou 150 milliards de dollars, donc pour l'année consolidée 2021. En 2023, on attend d'avoir le quatrième trimestre consolidé pour 2024. En tout cas, en 2023, on est autour de 240 milliards à 250 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'en 2 ans, en 18 mois, on a une augmentation très significative des échanges commerciaux. Comparativement aux échanges commerciaux entre Chine et États-Unis, alors qu'il y a une sorte de paix armée, comparativement aux échanges économiques entre Russie et Europe, on reste sur des chiffres qui sont peu flatteurs, puisqu'on est autour de 700 à 800 milliards d'échanges avec d'un côté les États-Unis, de l'autre l'Europe. Donc 240 milliards. Mais en 18 mois, une augmentation de 100 milliards de dollars sur la base d'une économie russe qui n'est pas forte, qui est peu diversifiée, qui est très largement fragilisée, et une économie chinoise qui ralentit, qui se contracte. L'augmentation du commerce sino-russe est tout à fait significative. Significative de quoi ? Et avant d'ouvrir et de terminer sur mon troisième et dernier point. Significative de quoi ? De choix stratégiques opérés d'un côté comme de l'autre, d'un soutien mutuel, sur la base de ce qui a été le développement des relations économiques, stratégiques et institutionnelles sino-russes au sortir de la guerre froide. Il va y avoir un renforcement de cette base. D'un côté, renforcement des exports matières premières russes vers la Chine, ce qui permet à la Chine de sanctuariser plus, ou en tout cas de sursanctuariser gaz, pétrole, surtout du gaz, mais bon, aussi du pétrole, mais d'autres matières premières dont on parle peu, minerais, du bois, voire de l'eau, et on pourrait ajouter là-dedans, même si c'est sur un autre domaine, des terres cultivables. Ça, c'était quelque part la première jambe. On marche sur 2 jambes. La deuxième jambe était celle de l'industrie de la défense, où effectivement, là, on a eu, sur les années 90 à 2005-2010, des exports massifs, ou en tout cas des achats massifs chinois de matériel post-soviétique et russe pour constituer les arsenaux chinois dans tous les domaines d'armes relativement basiques ou simples à des choses beaucoup plus sophistiquées. Ce qui permettait en partie pour les industriels russes de faire tourner les usines d'armement et autant de lignes de force politiques articulées au pouvoir dans les différentes régions russes post-91 et dans l'embarrassement économique certain, et à la Chine donc de se constituer des arsenaux et quelque part des transferts de technologie. En tout cas, d'accumuler des savoir-faire rapidement en faisant de l'achat sur étagère de toutes les armes que je précisais. Au point que ça a suscité dans les milieux stratégiques russes une certaine inquiétude parce qu'il y avait un amincissement du différentiel de technologie entre ce que la Russie était capable de produire et ce que la Chine était désormais capable de produire, parce que dès lors qu'elle achetait, elle observait chaque matériel, les démontait, etc. Et puis les sinisait dans une certaine mesure, les indigénisait, et donc n'avait plus la peine de poursuivre des achats. Je vous donne un exemple. Au tournant des années 2000, des commandes passées pour des aéronefs Sukhoi post-soviétiques russes à la Chine
En gros, sur une commande de 150, le format contractuel est passé, signé. La livraison s'est arrêtée autour du 70e ou 80e appareil. Les Chinois avaient profité de ce type de livraison, avaient entièrement étudié l'aéronef et se sont dit maintenant on est capable de le produire. On a monté des chaînes de production de cet appareil-là. On arrête là la comparaison. Ce qui montre bien une limite très concrète de ce type de partenariat. Sur le sujet, donc, matières premières, armement, côté Chine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on avait de l'exportation de biens manufacturés, comme on le retrouve classiquement dans l'ensemble de ces marchés à l'export, nous concernant une partie de l'Asie, l'Amérique du Nord, mais pas à bas bruit, mais relativement faible au regard du marché russe. Je le rappelle, marché compliqué, fragmenté, peu profond, peu large. Après 2022, on a une nouvelle tendance qui s'affirme et qui va là aussi expliquer l'augmentation très significative de ce commerce bilatéral. Sur quel sujet? Eh bien, dans la continuité des sanctions économiques, à la fois des besoins en pièces détachées, en produits, de technologies plus ou moins avancées, plus ou moins forte valeur ajoutée, qui certains serviront, j'en parlerai peut-être en troisième et dernière partie, pour l'armement russe en Ukraine ou ailleurs. Mais aussi et surtout, depuis à peu près 6 mois, c'est la volonté chinoise d'évacuer, ou en tout cas de sortir ses surcapacités industrielles, marché nord-américain compliqué, une Europe qui s'organise sans structure particulière qui aurait la teneur de l'organisation américaine, ce qui fait que les produits chinois rentrent malgré les propositions de sanctions, de taxes, etc. Bon. Donc la Chine est dans un contexte commercial international, en partie lié aux conséquences de la guerre en Ukraine, où elle a besoin d'évacuer ses surcapacités industrielles, notamment à travers 3 produits: voitures électriques, panneaux photovoltaïques. Bon, est-ce que la Russie et son mix énergétique auraient besoin de panneaux photovoltaïques? Pas sûr. Et 3e produit, là par contre c'est important, une évidence et majeure, c'est les batteries de tout type pour différents appareils. Et ces 3 produits, depuis à peu près 6 mois, un peu plus, 6-8 mois, la Chine va chercher, coûte que coûte, à les sortir parce que le marché chinois n'est plus capable de les absorber et va trouver lieu et place pour une partie de son marché automobile ou des batteries en Russie. En négociant des prix, en subventionnant les exportations, et qui peut avoir une boucle rétroactive sur, bien évidemment, la négociation en faveur de la Chine. Donc on revient sur la logique de partenariat déséquilibré du marché russe pour le secteur automobile, qui s'est contracté en tout cas qui s'est réduit du fait des sanctions et du fait de la guerre en Ukraine, notamment avec les acteurs internationaux type européens ou autres. Donc quelque part, la Chine tactiquement, par opportunité, va exploiter cet espace-là, va exploiter ce terrain-là économiquement. Et je terminerai par là que cette montée en puissance du commerce bilatéral sur 18 mois va très concrètement être un soutien de taille, de poids, pour faire tourner des usines russes, relancer des lignes d'armement qui pouvaient être fragilisées ou en difficulté du fait de sanctions ou autres, va éventuellement fournir une ingénierie et va éventuellement, et plus qu'éventuellement, fournir bien évidemment des pièces détachées, que ce soit des composants à forte valeur ajoutée du type puces, semi-conducteurs et autres, qui participeront à l'effort de guerre russe en Ukraine. Donc de facto, de par l'argent, l'ingénierie et les technologies, on a là une explication assez limpide de ce soutien chinois, implicite ou indirect, si on a quelques pudeurs avec les termes et la dynamique actuelle. Ce qui nous amène sur mon 3e et dernier point. J'ai 3 minutes? Vas-y. Ouais, 3. Je suis bavard. Qui était le sujet du stratégique politico-militaire ou stratégico-militaire. J'ai évoqué les usines d'armement, j'ai évoqué l'industrie de l'armement post-soviétique et russe en direction de la Chine.
Et dans ma première partie, le sujet de Washington, et de la construction sino-russe pour déborder Washington. Indéniablement, je crois qu'aujourd'hui, l'axe essentiel de ce partenariat particulier sino-russe, qui n'est pas une alliance, qui est un partenariat bien sûr déséquilibré, vise à étouffer, sinon étrangler, saturer Washington dans l'ensemble du spectre des relations internationales. C'est-à-dire que, avant la guerre en Ukraine, plusieurs observateurs parlaient ou s'interrogeaient plus exactement sur la collusion, la coordination. Collusion était déjà un mot très fort et on était éventuellement mal vu si on mentionnait ce type de terme. On s'interrogeait sur une coordination, une coopération possible. Bref, quel était le cas de la relation sino-russe avant 2022 ? Vous voyez bien qu'il y avait un rapprochement. Il est évident qu'en fait, ce qui est affiché, ce qui se passe en coulisses, est de plus en plus superposé et évident. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin de coulisses, ou pratiquement plus, et qu'on a une coopération stratégique largement renforcée, sur le domaine militaire, mais pas uniquement, et je vais donner quelques exemples, qui vise à exploiter un momentum, pour reprendre la réflexion et les temporalités que Jean-François évoquait en introduction, pour déborder précisément un certain ordre international. Le détricoter de l'intérieur, je renvoie aux réalités onusiennes, au Conseil de sécurité et à la caisse de résonance que constituerait l'ex-tiers-monde sud global. Mais d'un point de vue technique et opérationnel, quelques exemples. Si je regarde le domaine purement militaire, on a une continuité, un renforcement dans le partenariat militaire à travers des exercices, des manœuvres, parfois dans lesquels on associe l'Iran. On a une continuité dans les échanges relativement discrètement, assez peu documentés, en tout cas médiatisés plutôt, dans le domaine de l'armement sur à peu près toutes les composantes terre-air-mer, et quid de la triangulation avec le régime nord-coréen, la livraison d'obus, la livraison d'arsenaux nord-coréens aux troupes russes en Ukraine. Quand vous avez, je donne un exemple, plusieurs livraisons à coût de 1,5 million d'obus, 2 millions ou 3 millions d'obus, je veux bien qu'il y ait des réserves nord-coréennes conséquentes, que les obus soient pas tous de la même qualité, mais il y a bien un moment où il y a forcément un arbitrage chinois pour donner, sinon un feu vert, sinon contribuer au renforcement de ces arsenaux, ou en tout cas la composition de ces arsenaux. Si je regarde, je passe rapidement sur le domaine naval, parce qu'on pourrait développer notamment sur les sous-marins et sur le Pacifique Nord, et donc d'avoir un débordement géographique environnant le Japon, et d'où la triangulation avec la Corée du Nord, puisqu'on est dans un environnement stratégique Asie du Nord-Est, et bien évidemment pour le Pacifique Nord avec l'Amérique à côté. Si je regarde le domaine du spatial, il y a clairement un sujet qui permet de lire cette continuité sino-russe, ou en tout cas cette coopération, cette coordination sino-russe. Vous aurez remarqué donc pas la mise à l'arrêt, mais en tout cas la très forte contraction des capacités spatiales russes depuis 2022, pour des raisons économiques, pour des raisons matérielles, pour des raisons d'ingénierie et de sanctions. Mais néanmoins, le renforcement de la coopération spatiale avec la Chine, notamment de l'inauguration du montage d'un cosmodrome à proximité de la Chine en Sibérie, à peu près à 150-200 km de la frontière chinoise, en Sibérie orientale, d'une participation faible, mais d'une participation tout de même au programme lunaire chinois, et d'une réflexion sur une montée en puissance de la militarisation de l'espace entre Chine et Russie. Précisément pourquoi ? Pour avoir une certaine maîtrise de l'espace, un accès renforcé à l'espace, et pour y déployer un certain nombre de capacités spatiales qui vont de satellites d'observation de la Terre
à des satellites d'observation d'autres satellites, voire à des actions militaires dans l'espace. Alors, quid toujours soit d'actions militaires depuis la Terre en direction de l'espace, ou de l'espace dans l'espace, ou de l'espace en direction de la Terre. Il y a un peu ces trois composantes-là. Ceci dit, sur ces trois composantes, de la Terre vers l'espace, entre l'espace, de l'espace vers la Terre, Chinois et Russes avanceraient sur un certain nombre de sujets. Et on se souvient il y a quelques mois d'une volonté qui est bien évidemment mêlée à des éléments d'intoxication, d'une nucléarisation de l'espace. C'est-à-dire que même si le domaine spatial en termes de droit, et c'est un des grands sujets sino-russes que de perturber le droit, est relativement peu structuré, peu musclé, il y a là une vraie fracture, un vrai viol du droit international, puisque le traité de l'espace interdit la nucléarisation de ce milieu-là. Et j'en terminerai là parce que je suis extrêmement bavard. Si je dézoome du sujet militaire pur, et je regarde les sujets Afrique, je regarde le sujet Venezuela, je regarde le sujet migration internationale, trafic de stupéfiants. Vous allez me dire, il est devenu fou, moi. Je regarde le sujet Proche-Moyen-Orient et je décline et j'en termine vraiment par là. Sur le sujet sphère informationnelle, probablement que l'on a, sans précédent, à la fois une coordination, une complémentarité, parfois une opposition, d'une influence dans le champ informationnel, Chine et Russe, en direction précisément de l'éclatement des opinions au sein des démocraties point. Et ça recoupe une large partie de l'Ouest. Et vous avez remarqué ma volonté d'utiliser le mot Ouest à travers les sujets de migration, à travers les sujets de Proche-Moyen-Orient, guerre Gaza, Israël, Hezbollah, Liban, etc., mais tout un tas d'autres sujets. Je parlais de migration et trafic de stupéfiants. La superposition de la cartographie des réseaux et cartels de trafic de stupéfiants des Amériques à l'Afrique ou une partie du pourtour méditerranéen se recoupe avec la cartographie de la migration en direction Amérique du Nord, en direction de l'Europe, avec une connaissance fine d'opérations du GRU, russe donc, notamment en Afrique, mais avec une continuité chinoise très discrète, mais en tout cas d'autres acteurs au Moyen-Orient, je pense aux ramifications du Hezbollah et autres, dans lesquels il y a un véritable intérêt stratégique, pas que tactique, stratégique russe et chinois, de pouvoir étouffer, isoler durablement l'Occident. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci, c'était... Merci Emmanuel, c'était extrêmement clair, même si c'était un peu long, synthétique, ouais. Bien organisé. Et je retiens au fond que la complicité, ou en tout cas la connaissance approfondie, et un peu combinationne même, on pourrait dire, du début vaut jusqu'à aujourd'hui et fonctionne à merveille. Juste un mot, parce que il ne vous a pas échappé que je ne suis pas Gallagher Fenwick, qu'il vais présenter ce matin, animer cette table ronde. Pour ma part, je m'appelle Jean-François Boutor et je suis un des membres du comité de rédaction de Desk Russie. Juste, j'en dis pas plus. Je vais laisser la parole à Pierre Andrieux, qui va pouvoir nous dire, après cet exposé, précisément, je vais revenir avec ma question, qui mène le bal en réalité, d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a un bal véritablement? Alors, Pierre Andrieux a été diplomate, il était notamment conseiller politique et culturel à Moscou, ambassadeur au Tadjikistan, en Moldavie, ambassadeur pour le partenariat oriental de l'Union européenne et de la mer Noire, créé en 2009, qui engageait à l'époque l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie, la Russie, la Turquie et l'Ukraine. Tous ne sont plus là-dedans aujourd'hui. De 2014 à 2016, si je me trompe pas, vous avez été également coprésident du groupe de Minsk en charge du conflit du Haut-Karabakh, lequel groupe de Minsk a cessé de fonctionner. Ce groupe de Minsk-là a cessé de fonctionner en 2022 et on a vu... Après le règlement azerbaïdjanais de la question. Voilà, exactement.
Et puis, vous avez travaillé à la direction d'Asie et d'Océanie du Quai d'Orsay, en suivant en particulier le dossier Chine-Taïwan, et c'est sans doute ce qui vous a aussi conduit à écrire, à signer l'année dernière, un géopolitique des relations russo-chinoises aux éditions des presses universitaires de France. Voilà, donc je vous cède la parole, et vous avez... Merci beaucoup. Je voulais tout d'abord remercier Madame Galia Ackerman pour son invitation à cette très intéressante réunion sur un sujet qui me passionne. Alors je vais parler en effet des relations entre la Russie et la Chine. Les deux pays se targuent de leur caractère illimité. Mais néanmoins, c'est une relation qui a ses limites, mais qui n'en reste pas moins, pas moins indispensable pour les deux pays. Alors, les deux dirigeants célèbrent à l'envi leur relation sans limite, et ceci depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Alors, sur le plan politique, en effet, on compte à peu près une quarantaine de rencontres entre les deux dirigeants, au point qu'on peut parler d'une alchimie personnelle, ce qui ne veut pas dire, comme vous l'avez souligné, vous l'avez souligné, Monsieur Véron, qu'ils s'apprécient et même peut-être ils se vomissent. Cette relation se traduit également par un soutien diplomatique réciproque entre les deux pays, notamment aux Nations Unies. Il y a également, ça a été souligné, une coordination entre les deux armées, et des exercices militaires communs sont organisés de manière constante sur terre, dans les mers, et dans les airs et dans les mers, et même non seulement en Orient, mais également dans l'Atlantique. Alors sur le plan économique, on a assisté à un renforcement du tournant vers l'Est, qui a été déjà engagé dès 2014, avec les premières sanctions occidentales contre la Russie. Alors évidemment, ce tournant s'est fait quasiment exclusivement vers la Chine. Les échanges ont dépassé en effet les 200 milliards d'euros de dollars dès l'année dernière. Depuis février 2022, les Chinois ont augmenté leurs exportations vers la Russie de près de 60%. Alors, dans ces exportations, on trouve beaucoup de véhicules, de voitures. En effet, les marques chinoises de voitures ont remplacé les marques occidentales qui ont été obligées de quitter le marché russe à cause des sanctions. Ces marques chinoises se trouvent parmi la dizaine de marques étrangères qui sont restées en Russie, où il y a, je le rappelle, quelques marques européennes et françaises, notamment des marques françaises, enfin de grande distribution. Nous avons la marque Chery, par exemple, qui a vendu 200 000 voitures en 2003, dont le chiffre d'affaires a été multiplié par 4 et dépassé 590 milliards de roubles. Au premier semestre de cette année, Chery a déjà vendu plus de 144 000 véhicules. Nous avons la Great Wall Motor, chiffre d'affaires 323 milliards de roubles, c'est-à-dire une multiplication par 4 par rapport à l'année dernière, et qui dispose d'une usine à Toula, en Russie. Vous avez également Geely Automobile, chiffre d'affaires près de 200 milliards de roubles, la moitié importée de Chine et la moitié achetée à une entreprise biélorusso-chinoise. Mais dans ces exportations, vous avez également beaucoup de produits manufacturés et à double usage, comme les semi-conducteurs, des équipements de télécommunications, des machines-outils, qui permet à la Chine de soutenir indirectement l'effort de guerre russe en Ukraine. La Chine exporterait près de 300 millions de ces produits par mois, ce qui toutefois constitue une baisse par rapport à décembre 2023 où c'était 2 fois plus. La Chine est donc le plus grand fournisseur de ces produits par rapport à d'autres pays. On sait que ces produits à double usage sont indispensables pour la fabrication de missiles, de chars, de drones, etc.
À cet égard, il est important de savoir si les autorités chinoises, c'est-à-dire c'est Pékin officiel, est directement impliqué dans ces exportations. Avec l'imbrication entre le parti État chinois d'un côté et les entreprises privées chinoises de l'autre, il est en effet difficile d'imaginer que Pékin ne soit pas au courant. Les États-Unis n'hésitent pas à accuser Pékin d'encourager ces transactions. Donc en point 2, je dirais que ces relations sont en réalité limitées. En effet, les échanges de plus de 200 milliards de dollars sont rien par rapport effectivement aux échanges qui existent entre les États-Unis et la Chine, mais ce sont surtout très déséquilibrés aux dépens de la Russie. La Russie fournit quasi exclusivement des matières premières et énergétiques à la Chine. Aussi, la Russie est très dépendante du marché chinois pour ses produits. Dans ces conditions, la Chine, évidemment, peut dicter ces conditions, notamment en ce qui concerne les tarifs, et faire jouer la concurrence d'autres pays. Pour le gaz, par exemple, les négociations pour la construction d'un second gazoduc entre la Russie et la Chine, force de Sibérie 2, puisqu'il existe un force de Sibérie 1. Donc ce force de Sibérie 2 est censé traverser la Mongolie et destiné à exporter vers la Chine le gaz que la Russie ne peut plus vendre à l'Union européenne. Et ces négociations durent depuis des années. Les Chinois, en effet, sont très réticents et ne veulent pas vraiment financer, car en plus, ils font marcher la concurrence avec le gaz turkmène. Vous savez que le Turkménistan exporte la quasi-totalité de son gaz vers la Chine. Ces limites sont également expliquées par la mémoire historique. Ça, c'est un point important. Les Chinois se souviennent parfaitement des annexions faites par l'Empire russe de près de 3 millions de kilomètres carrés de territoire en application des traités inégaux russo-chinois. Mais très pragmatiques, les Chinois n'en parlent pas beaucoup. Mais de temps en temps, ça ne leur empêche pas de faire quelques, je dirais, piqûres de rappel, comme la publication de cartes où certains territoires russes sont indiqués comme ayant été des territoires chinois. Ainsi, Vladivostok est de nouveau appelé Haishanwei en Chine, l'ancien nom que portait Vladivostok quand il faisait partie de l'Empire chinois. Je citerai assez longuement un professeur chinois qui s'appelle Fang Yujun, qui est vice-doyen de l'Institut des études internationales et directeur du Centre pour les études russes et centra-asiatiques de l'Université Fudan. Ce professeur a publié récemment une note particulièrement sévère sur les relations sino-russes. Le professeur Feng fait partie de ces universitaires et chercheurs chinois que l'on appelait des establishment intellectuals en anglais. Excusez mon accent, establishment intellectuals. Ces chercheurs bénéficient d'une relative liberté de publication, notamment à l'étranger, même s'ils ne sont pas toujours écoutés par les autorités du parti et de l'État, avec lesquels ils sont en contact et pour lesquels ils rédigent des notes. Dans sa note, donc, que je vais citer, le professeur Feng rappelle que les 3 alliances que la Chine avait nouées avec la Russie, donc de ces 3 alliances, aucune ne lui a été bénéfique. La première alliance, a été signée après la guerre russo-japonaise de 1905. Lorsque les Russes ont signé un traité avec la Chine, le traité dit Li-Lobanov, de Li Hongchang, qui était le ministre des Affaires étrangères de l'Empire chinois, et Lobanov, ministre des Affaires étrangères russe. Ce traité était officiellement et présenté comme s'opposant au Japon, mais en fait ce traité a permis à la Russie de s'étendre en Mandchourie et d'étendre toute son influence à l'entière Mandchourie. Le deuxième accord a été signé entre l'URSS et le gouvernement nationaliste en 1945, donc le gouvernement de Chiang Kai-shek, où la Chine a été obligée, où l'URSS a obligé la Chine à reconnaître la Mongolie sous influence soviétique. Je rappelle que la Mongolie avait été arrachée à l'Empire chinois en 1911, donc avant la révolution bolchevique, et transformée après la révolution en République populaire de Mongolie. La Chine ne l'a pas reconnue, ne le reconnaissait pas jusqu'en 1945. Et enfin, le troisième accord, c'est l'accord d'amitié de 1950 entre Staline et Mao,
qui s'est, comme vous l'avez dit, M. Ferron, très mal passé. Mao s'était plaint d'avoir... Alors, Staline avait fait lanterner pendant 3 mois Mao à Moscou avant de le signer, au point que Mao avait dit « Qu'est-ce que je fais là ? Je passe mon temps à être à l'hôtel, à manger, à aller aux toilettes. » Donc, donc, au bout de 3 mois, Staline a signé cet accord avec la Chine populaire, et en vertu de quoi cet accord a obligé les Chinois à intervenir en Corée, dans la guerre de Corée. Et il a également été, en application de cet accord, la Chine a été obligée de suivre, parce qu'elle était très isolée en effet, à suivre le développement soviétique, le modèle de développement soviétique. Et ce qui a éloigné, comme l'écrit le professeur Feng, ce qui a éloigné la Chine des États-Unis à l'époque. Et Feng estime que ça a été très, très, très préjudiciable au développement de la Chine. Le professeur Feng, depuis son arrivée, estime que depuis son arrivée au pouvoir il y a 22 ans, Poutine a essayé de reconstruire l'Empire russe et de redevenir une puissance mondiale. Vous voyez, c'est un langage qui est tout à fait éloigné de la propagande officielle. Pour le chercheur chinois, et là je le cite, la Russie prétend très souvent sauver d'autres nations, mais elle les supprime, elle les opprime. Son colonialisme, donc le colonialisme russe, contrairement au colonialisme britannique et français, qui poursuivait des objectifs essentiellement économiques, donc le colonialisme russe était mu par une avidité illimitée d'accaparement de terres, de perpétration de tueries et d'occupation. Au total, c'est plutôt la méfiance historique, mais aussi le déséquilibre entre les deux puissances aux dépens de la Russie, qui règne entre Moscou et Pékin. Pour compléter le tableau, l'on peut citer quelques affaires d'espionnage de savants russes qui ont été accusés par le FSB d'avoir livré des informations secrètes à la Chine et qui sont retrouvés évidemment en prison. Voilà. Alors pourtant, cette alliance de circonstances, basée sur des intérêts politiques, stratégiques et économiques, se maintient malgré la défiance. Les raisons de cette maintenance sont multiples, donc politiques et diplomatiques, leur opposition commune aux États-Unis et d'une manière générale à l'Occident. Elles sont également géostratégiques. D'une part, cette alliance, enfin ce rapprochement, je ne parlerai pas d'alliance non plus, ce rapprochement, cet axe, permet aux deux pays de contrôler en commun l'Asie centrale, dans leur lutte contre les 3 maux MAUX, c'est-à-dire le séparatisme, le terrorisme et l'extrémisme, notamment dans le Xinjiang. Grâce à cet axe, la Chine dispose d'un arrière sûr, alors qu'elle est occupée actuellement avec Taïwan et les mers du Sud. La guerre en Ukraine a pour avantage, du point de vue chinois, de maintenir l'attention stratégique des États-Unis hors de l'Asie orientale. Elle permet, pour la Chine également, le maintien de la stabilité en Russie est essentiel. La Chine, en effet, ne souhaite pas s'installer voir s'installer le chaos à ses frontières nord et ouest, notamment en Asie centrale. Les avantages sont également géoéconomiques. Cet axe constitue une source de matières premières et énergétiques, c'est-à-dire la Chine bénéficie d'approvisionnement de matières premières énergétiques proches et à bon marché, à l'abri d'un contrôle et d'une intervention occidentale. Dans le même temps, la Chine ne veut pas placer tous ses œufs dans le même panier russe. Et elle ne souhaite pas apparaître comme un soutien inconditionnel de la Russie en guerre en Ukraine. Malgré sa neutralité pro-russe, elle craint les sanctions américaines. De plus, la dépendance des entreprises russes au yuan chinois présente un risque majeur pour Pékin. Si la situation économique se dégrade trop en Russie, en effet, ces entreprises chinoises pourraient subir des pertes financières importantes. Enfin, la Chine souhaite continuer à avoir accès aux marchés américains et européens.
En conclusion, je pourrais dire que l'alliance de circonstances avec la Russie est appelée à durer, aussi longtemps que la confrontation avec les États-Unis durera. Mais c'est une alliance bien précaire. Elle n'est pas basée sur un accord, sur un texte en bonne et due forme. J'ai rappelé pourquoi les Chinois sont très réticents à signer un accord, ce genre d'accord avec la Russie, vu la mauvaise expérience qu'ils ont eue dans le passé. Elle n'est pas basée non plus sur une idéologie commune. Mais elle est également dépendante de changements dans la situation internationale, alors que la défiance entre les deux pays est prédominante. La Chine ne souhaite pas l'effondrement de la Russie, ni du régime Poutine. Mais elle préfère une Russie affaiblie, qu'elle peut dominer et contrôler le plus facilement. La Chine soutient certes la Russie en Ukraine, mais je dirais que c'est un peu comme la corde qui soutient le pendu. Certains chercheurs, certains sinologues russes exilés, ils sont exilés à Berlin maintenant, n'hésitent pas à qualifier de vassalité les relations qui existent maintenant, qui sont créées maintenant entre Moscou et Pékin, Pékin étant évidemment le suzerain. Combien de temps durera encore cet alignement? C'est une bonne question. Je me permettrai de faire un parallèle historique, qui est peut-être tiré par les cheveux, je ne sais pas, avec le pacte germano-soviétique, où nous avions, en 39-40, où nous avions assisté à la collusion entre deux régimes dictatoriaux. Bien entendu, toute chose égale par ailleurs. Ce pacte a duré 1 an. L'alignement entre la Russie et la Chine dure une vingtaine d'années. Voilà. Donc, mais tout ça, c'est précaire. Merci beaucoup de votre attention. Merci Pierre Andrieux pour cet exposé qui est venu compléter. Merci Pierre Andrieux pour cet exposé qui est venu compléter et éclairer ce que Emmanuel nous avait dit. J'aurais une question à vous poser immédiatement à l'un à l'autre. À propos de ces échanges économiques, en particulier de technologie ou de matériel, notamment des exportations chinoises de biens à double emploi, quel est l'effet des sanctions secondaires parce que moi j'ai cru remarquer qu'il y a de plus en plus d'entreprises chinoises qui commencent à être sensibles à l'idée que elles pourraient être handicapées sur le marché international par les sanctions secondaires du fait que elles livrent des biens à double usage à la Russie. Et puis l'autre question j'aimerais que vous abordiez, si l'un ou l'autre, c'est quel est le poids dans cette relation des objectifs chinois en Asie même, parce qu'on sait bien que la Chine a des objectifs bien particuliers en mer de Chine. Et donc, à quoi sert cette relation russo-chinoise? Ou est-ce qu'elle sert? Est-ce qu'elle est un handicap? Est-ce qu'elle sert jusqu'à un certain point? Il faudrait que vous nous éclairiez sur ces 2 points, si vous voulez. Ok. Brièvement, donc pour répondre aux 2 questions, mais avant, si vous permettez, dans mes remerciements, ça c'est une impolitesse académique, je m'en excuse. Je souhaitais également, bien évidemment, remercier la Sorbonne, notamment le professeur Fourcade et sa collègue Laurence Saint-Gilles et Françoise Thom de Paris 4 qui ont permis la tenue de ce colloque. Voilà. En complément de mes remerciements du début. Alors, double usage et environnement stratégique en Asie de chinois. Sur le sujet des sanctions des entreprises pour les composants, donc d'une machine à laver chinoise ou équivalent qui est livré à la Chine et qui est démonté, ou d'autres produits à plus forte valeur ajoutée en dehors de semi-conducteurs dans une machine à laver ou dans un électroménager. Je vois au moins 2 choses sur ce sujet-là. C'est que pendant des mois, il y a bien eu des livraisons qui n'ont pas occasionné un ralentissement de ces livraisons, et on l'a largement évoqué, c'est l'augmentation de ce commerce bilatéral. Donc ça veut dire qu'il y a eu un spectre assez large d'entreprises chinoises qui étaient en dehors des radars des sanctions, même si mois après mois,
Année après année, les paquets de sanctions ont augmenté puisqu'on est sur plusieurs dizaines de milliers. Donc le spectre des sanctions s'est élargi et va, deuxième sujet, commencer à impacter la Chine. C'est probablement l'une des intentions qu'il y a derrière une partie de l'Occident dans les sanctions, c'est effectivement avoir un test et un effet sur la Chine directement, à la fois sur son marché et sur ses acteurs économiques. Si on regarde un petit peu de plus près, qu'on poursuit la réflexion, je pense qu'il faut regarder le sujet de ce qui continue d'échapper au radar, c'est-à-dire l'intégration en fait économique transfrontalière russo-chinoise. Je pense ici à la Sibérie, avec des choses où on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. Cette capacité à masquer, à maquiller, parce que administrativement une telle ou telle entreprise chinoise n'existe pas ou est référencée dans telle ou telle province, mais pour aller la trouver, si vous regardez sur Google ou en source ouverte, c'est tout sauf cette entreprise-là, ou c'est un restaurant alors que les types sont censés fabriquer des semi-conducteurs ou des puces ou des pièces détachées de tel ou tel domaine. Et autre point, c'est toute la capacité à contourner les sanctions, une forme d'ingénierie dans le contournement des sanctions, comme on l'a d'ailleurs pour les produits pétroliers, avec le recours de pays tiers, le recours des logiques de la mondialisation, si je puis dire, c'est-à-dire d'une assez forte intégration des opérateurs économiques dans l'économie internationale. Alors, quelques exemples, vous pouvez passer par des pays tiers et bien entendu le rappeler, le rôle de l'Asie centrale. C'est clairement l'une des zones géographiques qui permet le contournement des sanctions pour un certain nombre de produits, et notamment d'éléments, de matériel. Pour le pétrole, c'est différentes façades portuaires et différents opérateurs maritimes, puisque vous avez ces shadow boats, là, ces shadow ships, des bateaux fantômes qui participent à la livraison. Donc on a cette ingénierie du contournement des sanctions. Et là, on retrouve une autre triangulation ou quadriangulation. Je parlais de la Corée du Nord tout à l'heure, mais celle de l'Iran, où vous avez des échanges particulièrement intenses, me semble-t-il, sur ce savoir-faire en matière de contournement des sanctions entre l'Iran et la Russie, et qui intéresse au plus haut point, bien évidemment, la Chine, qui, et c'est mon deuxième question Jean-François, qui pourrait être le sujet d'une invasion ou d'un coup de force sur Taïwan, qui bien évidemment impacterait très profondément et durablement l'économie internationale et la sécurité internationale. Alors, sujet de la géopolitique en Asie, ou en tout cas des territoires en Asie. Il y a la mer de Chine méridionale. On aura remarqué que le sujet mer de Chine méridionale précède 2014, 2022, etc. Bon. Mais en tout cas, ça procède du même processus qui est celui de réflexes post-impériaux avec une difficulté sur les frontières. C'est-à-dire qu'on déborde tout le temps sur les frontières, on est dans une logique d'expansion en fait. Donc là, il y a en miroir des tactiques russes et chinoises qui sont assez évidentes. Une anecdote, et je m'arrêterai là, sur ce sujet des territoires et des idées que ça peut suggérer. Rappelons-nous de l'ouverture des JO de Pékin, les Jeux Olympiques d'hiver, en février 2022, quelques jours ou quelques semaines avant l'invasion de l'Ukraine. Xi Jinping, alors qu'on est encore dans une période de Covid compliquée en Chine, etc., avec des confinements assez drastiques, Xi Jinping convie Poutine pour l'inauguration, étant le grand chef d'État d'une puissance, Conseil de sécurité, etc., Nations Unies, à Pékin à l'occasion de cet événement international. La veille de l'inauguration, il y a une grande réunion entre Xi Jinping et Poutine, et ils discutent très précisément du sujet invasion de l'Ukraine. Et Poutine amène sur la table le plan de l'invasion de l'Ukraine en 3 jours et demi, 4 jours et demi, et donc je te demande ton feu vert. Ce que Xi Jinping va induire. Pourquoi cette demande et pourquoi le feu vert? Parce qu'effectivement, il y a la vassalisation de la Russie par la Chine, et puis il y a ce côté très déséquilibré. Donc finalement, c'est Poutine qui va demander quelque part l'autorisation d'attaquer à Xi Jinping pour les conséquences stratégiques économiques que l'on connaît, ou qui pouvaient être identifiées. De cette discussion entre Poutine et Xi Jinping en 2022.
Jamais vu ça. C'est une source amicale. Et je termine, je poursuis sur mon anecdote. Enfin, c'est une anecdote amicale. Et donc, il discute de ce sujet-là, et parce qu'il regarde en fait un autre sujet qui est négocié depuis plusieurs années, qui est celui de l'allocation de terres en Sibérie orientale par la Chine, donc de la Russie. Et donc, de questions de territoire, en fait. Ce qui, Ukraine, Sibérie orientale, donne le sujet de Taïwan. En tout cas, dans l'état d'esprit, dans la perception stratégique russe, en discussion avec la Chine. En discussion avec la Chine. Et on connaît la suite de l'invasion en Ukraine. Alors, au-delà de l'anecdote amicale qui, effectivement, n'est tout sauf académique, c'est mes limites personnelles. Ceci montre qu'il y a un intérêt croissant côté russe de là aussi trouver une forme de coordination avec la Chine en Asie orientale, comme on disait à une époque, et notamment quand on regarde Taïwan et ce que peuvent dire les Taïwanais de ce sujet-là, et d'ailleurs il y a eu plusieurs entrefilés dans la presse cette semaine, d'une montée en puissance d'attaques cyber, donc du spectre de ce qu'on appellerait aujourd'hui la guerre hybride, c'est un truc un peu gris, de la zone grise, en Asie orientale. Alors même que Taïwan était soit pas habitué, soit très très peu habitué à avoir ce type d'offensive sur ses réseaux, sur ses infrastructures, etc., en matière cyber. Vous voulez dire un mot éventuellement ? Oui, juste à propos du double usage là, et des sanctions secondaires américaines. Je dirais que je souscris tout à fait ce que vous dites, mais j'ajouterais quand même que un certain nombre de banques chinoises, craignant justement ces sanctions secondaires, ont commencé à limiter leurs transactions avec les banques russes. Et ça, c'est important. Alors, il n'y a pas qu'en Chine, en Turquie aussi, paraît-il, que des banques turques ont également commencé à limiter. Alors Pardon, allez-y. Oui, sur l'Asie. Alors, s'agissant de l'Asie orientale, alors évidemment, je connais pas bien la région, mais je pense que l'axe russe-chinois, évidemment, dans la mesure où les deux pays n'ont pas d'accord en bonne et due forme, comme je le disais, et notamment qui contiendrait un article 5, comme l'OTAN, donc la Russie ne serait pas obligée d'intervenir, bien entendu, en cas de guerre. Mais néanmoins, la dépendance de plus en plus marquée de la Russie par rapport à la Chine pourrait donner la possibilité peut-être à la Chine d'obliger les Russes à les soutenir. Et de toute façon, dans la propagande russe, évidemment, c'est la politique de une Chine, Taïwan fait partie de la Chine, etc. Donc c'est très clair. Voilà. Je voudrais quand même revenir à l'Asie centrale. Alors l'Asie centrale, donc comme je l'ai rappelé, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est une ère d'influence des deux pays. Les deux pays ne sont pas concurrents. La Chine admet parfaitement la prépondérance actuelle de la Russie dans la région, parce qu'elle sait très bien c'est pas vraiment une dépendance politique, elle ne vise pas la dépendance politique, mais elle vise uniquement à assurer la sécurité de la route de la soie, enfin comment on appelle ça son gigantesque projet, et des investissements chinois, notamment au Tadjikistan, où les Chinois ont ouvert une base de la police populaire. Voilà. Et donc, en Asie centrale, pour le moment, il y a une grande coordination, ce qui ne veut pas dire que parce que les Chinois savent très bien que traditionnellement, historiquement, les Russes ont une influence, et ils sont conscients d'une relative sinophobie des peuples d'Asie centrale, justement en Asie centrale.
Voilà ce que je peux dire. Alors moi, avant de vous donner la parole, je voudrais juste poser une dernière question, parce qu'il y a deux pays qui ont été évoqués. L'un tout à fait incidemment à propos d'une entreprise sino-biélorusse, Oui. Et puis il y a la Mongolie. Alors la Mongolie, vous vous souvenez que Vladimir Poutine s'y est rendu il n'y a pas longtemps. Il s'y est rendu notamment parce que la Mongolie est sur la position chinoise quant à la question du gazoduc. Puisque les Chinois exigent, si je ne me trompe pas, d'acheter le gaz au prix intérieur russe. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est quand même ce qui dit le niveau d'exigence des Russes. Donc évoquer un tout petit peu plus ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec la Biélorussie? Parce que quand même, M. Loukachenko a été à plusieurs reprises reçu fastueusement à Pékin. Presque aussi fastueusement que Vladimir Poutine, on pourrait dire. Hein. Et on sait aussi qu'il y a un engagement chinois, une présence chinoise en Biélorussie qui est très importante. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Est-ce que ça procède éventuellement aussi d'une stratégie de... Je ne veux pas dire d'encerclement, bah ça serait beaucoup dire, mais de contrepoids. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue là du point de vue chinois par rapport à la Russie? Oui. S'agissant de la Mongolie, en effet, Poutine s'est rendu en Mongolie récemment. La discussion pour le projet de Sibérie, force de Sibérie 2, évidemment, a été mise sur le tapis. Rien n'a progressé parce que tout dépend en fait de la Chine, évidemment, puisque c'est la Chine qui devrait financer ça. Voilà, mais la Mongolie reste un des points d'appui, comme l'Asie centrale, pour la Russie. En plus, la Mongolie est très dépendante de ses approvisionnements énergétiques de la Russie. S'agissant de la Mongolie, oui. S'agissant de la Biélorussie, en effet, les Chinois posent des jalons, je dirais, je présenterai ça comme ça, posent des jalons dans l'ancienne CEI, dans l'ancienne URSS, donc en Biélorussie, dans les pays du Caucase, puisque c'est à travers les pays du Caucase que passera la route principale du projet chinois, voilà. Et dans les pays d'Europe orientale, évidemment, ils posent des jalons, ils sont intéressés par des investissements, des échanges économiques, etc. Et puis, encore une fois, c'est peut-être également la peur de voir une implosion du régime russe qui pourrait entraîner dans sa chute le régime Loukachenko. Et donc la Chine investit en Biélorussie, ce qui pose la question évidemment des relations entre la Chine et l'Ukraine. Là, c'est déjà un peu plus compliqué parce les Chinois sont entre leur volonté de neutralité pro-russe entre guillemets pro-russe dans cette affaire et leur perspective pour une Ukraine après la guerre. N'oublions pas qu'avant la guerre, l'Ukraine était un important partenaire économique et politique de la Chine. Voilà. Et donc les Chinois du coup ont un peu perdu quand même dans cette affaire sur ce plan-là. Merci. Non, essentiellement sur la Biélorussie. Oui, il y a eu effectivement plusieurs visites de Loukachenko, et notamment une visite l'année dernière en 2023 qui a été longue de 3 à 5 jours. Je ne me souviens plus précisément la durée, mais ce qui est assez significatif, indépendamment du temps de déplacement, etc. Mais ce qui est assez significatif. Alors, je vois plusieurs points. Il y a la continuité des intérêts chinois économiques en Biélorussie, indépendamment de la guerre et de la contraction du commerce international, ou en tout cas de l'économie internationale et de l'économie chinoise. Il y avait une grande plateforme dans laquelle les Chinois ont largement investi à travers différents opérateurs qui étaient labellisés Belt and Road Initiative à Minsk, en périphérie de Minsk, parce que d'un point de vue des infrastructures de transport, la Biélorussie était effectivement sur le transect Eurasie, Europe de l'Ouest, en fait, ou Europe centrale, Europe de l'Ouest. Et donc, de ce point de vue-là, Minsk devrait ou aurait été être un carrefour, en tout cas en matière de transport, de flux, une place importante pour ces flux-là.
venant de Chine, en direction de l'Europe. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a peut-être cette dimension économique et commerciale. Maintenant, quand on regarde dans le détail, au niveau politique et stratégique, il y a probablement un sujet qui est celui, en tout cas, qui est une traduction de la vassalité, ou une traduction du partenariat déséquilibré russo-chinois, et que Loukachenko a besoin peut-être un peu d'argent ou de moyens, donc va à Pékin demander des choses, et ça permet d'enfoncer la symétrie de la relation sino-russe d'un point de vue de Pékin, et de montrer à Poutine qu'il y a un élément supplémentaire dans le partenariat, de dire, regarde, dans ton précaré, ou en tout cas dans ta sphère d'influence immédiate et même de porosité, puisque la nature de la Biélorussie vis-à-vis de Moscou, c'est un sujet très particulier. Ça permet à Pékin d'enfoncer un peu le clou. J'en veux pour preuve, et je m'arrêterai là, les manœuvres, et c'est une première sur le continent européen, de troupes chinoises manœuvrant. Bon, a priori, on est au niveau de la manœuvre, il n'y a pas de. Mais c'est une démonstration, c'est un affichage. De la frontière polonaise, troupes chinoises, de l'APL, l'Armée populaire de libération, avec des éléments des troupes biélorusses au mois de juillet cette année 2024. Donc c'est assez significatif. En général, ce qui montre devant le rideau, derrière le rideau, ce qui veut bien dire qu'il y a un renforcement de la coopération militaire chinoise et bien évidemment du spectre de l'observation, etc., du suivi dans cette zone-là. En fait, le message là est pas tant envoyé directement à Moscou, mais je pense déborde le sujet, est envoyé quelque part dans une certaine mesure à l'OTAN, à l'Union européenne, peut-être dans un cadre d'un supposé élargissement otanien, notamment en Asie. Donc ça serait une manière de rééquilibrer le sujet dans ce cadre-là, pas uniquement, et de faire valoir ce sujet-là. Bon, derrière, il y a des questions de matériel militaire aussi à l'export, de l'armée populaire de libération, voilà. Voilà, je pense que dans la salle, il y a certainement pas mal de questions. Donc, je vous remercierais de vous présenter juste pour dire qui vous êtes. Et il y a un micro peut-être ? Je crois que c'est le micro. Hein. Oui, ça serait bien de donner un micro pour qu'on puisse aussi enregistrer les questions. Je ne sais pas si on a un micro. Non. Il y a un micro là. Pardon. Oui, c'est plus ça. Je vais passer le micro. Oui, c'est une petite question pour Monsieur Andrieux. Vous avez présenté l'Asie centrale comme étant une zone où la Chine respectait que la Chine respectait en tant que zone d'influence de la Fédération de Russie. À cet égard, le Kazakhstan ne présente-t-il pas une exception dans la mesure où il peut se sentir visé par les volontés d'expansion de la Russie concernant cette minorité russe dans le nord du Kazakhstan, et le Kazakhstan n'est-il pas un point de rivalité entre Chine et Fédération de Russie, dans la mesure où Xi Jinping a, dans des discussions avec Tokayev, garanti la sécurité du Kazakhstan. Oh, je peux répondre maintenant. Oui. Oui, je pense que vous avez raison, mais je dirais que, je crois que les pays d'Asie centrale et surtout le Kazakhstan sont justement actuellement sur le fil du rasoir. Ils connaissent très bien le pouvoir de nuisance de la Russie, mais ils savent très bien que la Russie continue, malgré son affaiblissement, à avoir des points d'appui puissants dans les pays d'Asie centrale et notamment au Kazakhstan. Les pays d'Asie centrale d'abord n'ont pas officiellement soutenu la Russie dans sa guerre, ont autorisé des manifestations contre cette guerre, mais en même temps ils font très attention. Et connaissant donc ce danger potentiel, notamment pour le Kazakhstan en effet, ils ont par exemple
répondu présent au défilé du 9 mai l'année dernière et cette année à Moscou. Voilà, et c'est parce que c'est une affaire qui tient très à cœur à Poutine. Donc ils sont sur le fil du rasoir, essayent d'avoir une politique un peu équilibrée. Et dans tous les cas, sur le plus long terme, ils voudraient que l'identité nationale soit renforcée. Moi, j'ai été au Kazakhstan, enfin dans les pays centrales en été. C'est très prégnant, ça, cette volonté. C'est-à-dire qu'ils encouragent l'utilisation de la langue kazakh. Au Kazakhstan, ils veulent peu à peu passer à l'alphabet latin, alors que le kazakh est toujours écrit en alphabet cyrillique. Ils ont déjà fait ça en Ouzbékistan. Et puis, ils retrouvent les grands héros nationaux, les grands héros historiques de ces pays qui avaient été oubliés ou masqués par le régime soviétique. Donc, leur position est quand même assez difficile puisqu'ils sont coincés entre ces deux géants, où la Russie continue quand même à avoir une certaine influence et cherche à avoir ce qu'ils appellent une politique multivectorielle et cherche à avoir des relations avec l'Occident, avec les États-Unis et avec l'Europe. D'où la visite de beaucoup de chefs d'État et de présidents, premiers ministres occidentaux, notamment le président Macron a été récemment au Kazakhstan, enfin a fait un tour en Asie centrale. Voilà, donc ils sont conscients du danger, mais en même temps, ils souhaitent un peu une réaffirmation sur tous les plans de leur pays. Et effectivement, la Chine à plusieurs reprises, et notamment Xi Jinping, à plusieurs reprises, fait des déclarations garantissant les frontières, l'inviolabilité des frontières du Kazakhstan notamment. Et ça, c'est une pierre évidemment dans le jardin de la Russie. Voilà, donc pour le moment, c'est une position un peu équilibrée, je dirais. On peut peut-être rappeler qu'au Kazakhstan, il y a, en tout cas, je ne sais pas quelle est la proportion aujourd'hui, mais au moment de l'éclatement de l'Union soviétique, il y avait 30% de Russes ethniques, bien de Russes ethniques, pas de russophones, au Kazakhstan. C'était une des républiques les plus habitées par des Russes, colonisées par les Russes, de l'Asie centrale, et voilà. Et je crois qu'il y en a moins maintenant. Il y en a 10. Mais c'est vrai que le russe est très utilisé, notamment dans les villes. À Almaty, à Astana, le russe est quand même très majoritaire. Mais dans les petites villes et dans les campagnes, le kazakh gagne beaucoup de terrain. Je voudrais vous demander quelle est la stratégie vis-à-vis de l'Afrique. Quelle est la position Russie et Chine? Est-ce à court terme et à long terme, rivalité, concurrence ou partage? Probablement que historiquement, il y a plus une forme de compétition, de concurrence entre l'Union soviétique, surtout, et la Chine, parce qu'il s'agissait, côté Mao, d'exporter quand même la révolution, et notamment aux pays fraîchement décolonisés. Et il y a ça a structuré la politique africaine de Pékin, en fait, dès le début, années 50, puis 60. Et elle est toujours du même ordre aujourd'hui, en fait, d'un point de vue stratégique, me semble-t-il. C'est-à-dire de voir le continent africain, comme d'autres pays d'ailleurs issus du tiers-monde, comme étant un levier qui permettrait de se hisser en tant que puissance et de réaliser ce dessin stratégique de monter en puissance de la Chine pour dominer. Donc je renvoie le vote à l'ONU, un pays, un vote, une voix, un vote à l'ONU, et la trajectoire notamment de 71-72, retour, ou en tout cas intégration de Pékin à l'ONU et de facto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc il y avait plutôt une logique de concurrence dans un premier temps. S'est élargi le sujet largement économique, et en tout cas de sanctuarisation des matières premières, qui a été un autre moteur très fort pour la Chine ces 20 ou 30 dernières années, peut-être 40 dernières années. J'observe que depuis une grosse dizaine d'années, 10-15 ans, il y a probablement une vision du continent africain partagée dans une certaine mesure, entre Pékin et Moscou. Les façons de faire sont très différentes.
Pour des raisons de perception, pour des raisons sûrement culturelles, politiques, pour des raisons de moyens, et pour des raisons d'agenda aussi singuliers à Pékin, singuliers à Moscou. Ceci dit, je vois quand même une forme de complémentarité dans la nature même du continent africain, force démographique, fragilisation politique, qui sont autant d'atouts à actionner, à guider, pour participer à ce dessin stratégique de saturer la partie européenne, occidentale, etc., à travers différentes problématiques de sécurité, problématiques trafic de stupéfiants, problématiques de criminalité transnationale, problématiques de migration internationale. C'est pour ça que je parlais dans la fin de ma troisième partie de superposition de ces cartes, route migratoire, route de la drogue, etc. Et notamment de l'action qui est largement, d'ailleurs Descossi a fait d'excellents papiers là-dessus, me semble-t-il, sur les opérations notamment du GRU dans une large partie de l'Afrique. Et on ne peut pas voir que ces opérations-là sont en fait utiles à Pékin stratégiquement. C'est-à-dire qu'il y a d'une certaine mesure là aussi une complémentarité. Coup de force côté russe, opération clandestine relativement musclée et avec visée politique, ce qui permet une déstabilisation durable des États, contexte par contexte. Les choses ne sont pas au même niveau, mais déstructuration durable des États et des différentes zones. Ce qui renforcera le poids dans la symétrie des relations sino-africaines dans sa part de négociation pour la dette, pour telle ou telle ressource, tel ou tel contrat, tel ou tel sujet. Et que c'est d'autant meilleur que le sujet déstabilise également à travers ce que j'évoquais, migration, stupéfiants et autres, le flanc sud Europe, l'Europe et plus largement maintenant même l'Amérique du Nord. Donc il y a là un jeu qui est probablement celui du grand jeu concernant le terrain africain, d'une forme, je dis bien d'une forme, de complémentarité, tout en conservant chacun un agenda avec des moyens très différents, très 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 hétérogènes, côté russe, côté chinois. Et pour finir, je pense qu'il est intéressant d'observer d'autres acteurs non chinois, non russes en Afrique qui interfèrent dans ce système-là. Turquie, Moyen-Orient, notamment. Merci. Merci beaucoup pour ce débat très intéressant, avec des visions clairement différentes, disons, c'est le moins qu'on puisse dire. Disons que je pencherais plutôt pour la version de Pierre Andrieux. Il me semble qu'effectivement, on est dans un partenariat de circonstances et il faudrait faire attention à ne pas faire l'erreur qui avait été faite dans les années 50, qui consistait à penser que le camp socialiste était quelque chose qui était là pour durer éternellement, que les relations sino-soviétiques étaient absolument dures comme les lèvres et les dents, et que il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas passées. Donc je crois que c'est très important, évidemment, de voir actuellement ce partenariat sans limite qui apparaît à travers les discours et qui apparaît également dans la réalité, même si on voit qu'il est effectivement terriblement asymétrique, hein, où la Chine est beaucoup plus forte. On est un peu dans le système inverse de celui des années 50. C'est la Russie qui cherche l'appui de la Chine et non pas le contraire. Moi, j'aurais une question tout simplement très précise, pas du tout géostratégique. Si je me souviens bien, à la fin des années 90 et au début des années 2000, il y avait une très très forte inquiétude du côté russe de la pénétration chinoise en Sibérie, notamment par l'achat de terre, par l'émigration très importante de paysans chinois qui venaient cultiver les terres russes. Et ça avait provoqué de très forts mouvements anti-chinois, notamment dans les provinces sibériennes, et une certaine inquiétude à Moscou de cette espèce de peut-être récupération de vengeance vis-à-vis des traités inégaux. Je sais pas. Je voudrais savoir dans quelle mesure est-ce que ce sentiment anti-chinois, enfin du moins de méfiance vis-à-vis de ce partenaire chinois reste prégnant, reste important dans la Russie de Poutine. Merci. Oui, j'ai entendu
j'ai entendu parler effectivement de ce sentiment. Je crois que du côté russe et du côté sibérien, il a été très exagéré. Parce que effectivement, il y a eu une sorte d'immigration chinoise dans ces terres-là, notamment à Vladivostok. Vous avez beaucoup de Chinois. Il y a beaucoup de mariages mixtes d'ailleurs sur le long de la frontière. Mais apparemment, on n'assiste absolument pas à une invasion, je dirais, donc de population chinoise dans cette région. Peut-être essentiellement parce que ce sont des régions très inhospitalières. Et les Chinois préfèrent peut-être aller dans le sud du pays et que de toute façon les Chinois sans doute pensent qu'ils ont d'autres moyens de peut-être à terme, je sais pas, de prendre un certain contrôle de ces territoires, notamment de prendre le contrôle des industries, des mines, etc. Voilà, je pense que c'est ça, mais ça a été très exagéré dans les années 90. Ça veut dire, vous avez raison, sur le plan peut-être militaire, j'ai lu quelque part que le ciblage des missiles russes vers la Chine a été levé très très tard. Au début par Poutine. Avant, c'était toujours la Chine était toujours ciblée par les missiles russes. Donc tout ça, donc il y a en effet un certain dans ce domaine-là, il y a une certaine méfiance. Je parle pas de la méfiance que j'ai décrite tout à l'heure, basée sur l'histoire, etc. Voilà, mais je n'exagérerai pas, disons, cette invasion entre guillemets pacifique des territoires. Pardon? C'est plus la perception. Oui, la perception. Parce que la Sibérie elle-même est les Sibériens ont apparemment une identité propre qui est russe, mais qui n'est pas moscovite, je dirais. Voilà. Et qui n'est pas chinoise de toute façon. Oui, juste peut-être un mot si vous le permettez. Très court. Dans les distances géographiques sont telles qu'on n'est en fait pas tout à fait dans les mêmes mondes, mais sur le sujet sino-russe de la fin des années 90, oui, absolument. En fait, il y a même une intégration transfrontalière à bas bruit par le bas et qui a cherché à trouver une forme institutionnelle par le haut. Quelques remarques. La création du ministère de l'Extrême-Orient par Poutine en 2000, alors là, aidez-moi, c'est 2012 ou 2014, je crois que c'est 2012, justement pour gérer cet Extrême-Orient russe qui est loin de Moscou, compliqué et un petit peu détaché finalement du pouvoir central. Et côté chinois, il y a une coopération de province avec les homologues transfrontalières côté Russie qui est largement renforcée sur les 20 ou 30 dernières années. Et sur la question en fait du péril jaune avec des guillemets, qui est régulièrement un sujet sur la toile en Russie. Juste une anecdote, une autre, hein, finalement c'est la matinée des anecdotes. Le lac Baïkal, qui est une réserve en eau douce, probablement la plus pure maintenant avec les sujets de pollution compliqués, mais massive au monde. Les Chinois avaient nourri le projet de velléité de construire un aqueduc. On n'y est pas encore. Ceci dit, il y a 5 ans, en 2019, il y a une usine d'embouteillage d'eau chinoise qui a été établie à Irkoutsk et qui a suscité une pétition en quelques jours qui a donné la signature de plusieurs centaines de milliers de signatures en quelques heures, quelques jours sur cette invasion chinoise de la Sibérie, d'un joyau, etc., etc. Donc le sujet toujours est bien là, voilà. Je voulais poser la question sur la Sibérie et du coup ça tombe, vous avez un peu répondu. Du coup, je vais juste apporter un petit témoignage. Je suis pas du tout une chercheuse universitaire, je suis juste une lectrice de Desk Russie. Mais il se trouve que j'ai séjourné en Sibérie, dans la région d'Irkoutsk pendant 3 ans, et que j'étais un peu intéressée justement. J'ai posé souvent la question aux gens que je rencontrais là-bas de ce qu'ils pensaient de la Chine. Alors évidemment, c'est pas une enquête très dans les règles. C'est simplement les gens que j'ai rencontrés. Et il y en a eu pas mal quand même en 3 ans. Et quasiment tous ceux que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils étaient très admiratifs de la Chine, qui trouvaient que les Chinois, ce qu'ils faisaient, c'était très intelligent. Et que par ailleurs, ils se trouvent quand même un petit peu abandonnés par Moscou. Moscou ne s'est souvenu d'eux que pour les mobiliser pour l'Ukraine, hein, sinon pour le reste... ils sont pas très, enfin, on les oublie, quoi.
Et donc, je me demandais si vous pensiez que à long terme, évidemment, la Chine n'aurait pas carrément, en cas d'affaiblissement de la Russie, n'aurait pas carrément envie d'annexer la Sibérie et ses richesses, quoi. Alors évidemment, c'est un peu lointain, mais bon, est-ce que c'est pas quand même derrière la tête des Chinois? Oui, vous avez tout à fait raison. S'agissant de cette administration, de ce ministère pour le développement de l'Extrême-Orient, il est surtout, je dirais, destiné à susciter une plus grande attention de Moscou, qui est, comme vous l'avez dit, très loin. Et ils se sentent abandonnés, les Sibériens se sentent abandonnés par Moscou et par le centre. Surtout, sans doute, depuis la guerre en Ukraine, même si Moscou ne se prive pas de mobiliser des populations locales pour les envoyer au front. Et c'est pas vraiment dirigé contre la Chine, je pense pas. Et l'autre sujet, c'est donc, est-ce que la Chine voudrait reprendre ces territoires? C'est vrai que, comme je parlais de cartes tout à l'heure, où les Chinois n'hésitent pas à publier des cartes où sont marqués ces anciens territoires comme étant chinois. En tout cas, enfin, ils n'étaient pas en réalité véritablement chinois, ils étaient plutôt mandchous et mongols. Donc c'est pas vraiment des Han. Donc ils avaient des relations des relations qui n'étaient pas de suggestion directe. Mais encore une fois, ils sont sans doute d'autres moyens de prendre le contrôle de ces territoires au cas où, et seulement au cas où la Russie se désintégrerait, ce qui n'est pas évident, hein. Pour le moment, c'est pas le cas. Et donc, je sais pas si vraiment à ce stade-là, ils pensent à une invasion, peut-être une prise de contrôle indirecte, je sais pas, mais je crois que c'est bien trop tôt pour en parler. Si je peux me permettre, je dirais d'un mot des Sibériens qu'ils se sentent peut-être abandonnés, mais ils n'ont pas non plus trop envie qu'on s'occupe d'eux. C'est-à-dire qu'ils sont assez contents d'être loin de Moscou. C'est un sentiment contrasté, mais sur lequel peuvent peut-être jouer les Chinois. Il y avait là. Oui, j'avais deux petites questions. Au niveau diplomatique, comment est-ce que la Chine justifie son soutien à Poutine par rapport à son attachement traditionnel à l'intégrité territoriale et à la non-ingérence? Donc, première question. Et deuxième question, est-ce que les échanges entre la Chine et l'Ukraine ont été modifiés suite à la guerre? Le soutien à la Chine, je dirais, malgré la défense de principe de l'inviolabilité des frontières, c'est une position très pragmatique, évidemment. En même temps, en effet, ils défendent ça, mais en même temps, ils reprennent un peu les arguments russes en disant oui, mais c'est pas nous, c'est pas les Russes qui ont été les premiers, c'est l'OTAN, etc. Donc tout ça très pragmatiquement et très dialectiquement. Tout ça s'est fait, et je dirais que c'est pas encore une fois un soutien à 100%, hein. C'est une neutralité pro-russe, ce qui est il y a une toute petite différence. Et l'autre question, c'est pardon. Est-ce que les échanges... Ah oui. Comme je le disais, les échanges économiques et politiques d'ailleurs ont été très très riches avant la guerre, hein. L'Ukraine a vendé beaucoup de produits à la Chine. L'Ukraine a notamment vendu la coque du premier porte-avions chinois, ce qui est quand même pas rien. Donc il y avait des exportations de matériel militaire, des exportations de blé, etc. Évidemment, avec l'attaque russe, d'abord, les Chinois étaient très très surpris quand même, bien que je sais pas trop c'est pas clair si les Russes ont prévenu les Chinois de j'en sais rien. Mais en tout cas, s'ils les ont prévenus, ils ont dû un peu édulcorer la nouvelle en disant oui, mais Poutine disant à Xi Jinping, tu verras, on va réduire ces Ukrainiens en 3 jours, on va prendre Kiev, et les Chinois étaient extrêmement étonnés des problèmes et des difficultés de l'armée russe en Ukraine. Moi,
Je pense qu'il est nécessaire de dire ça. Aussi, ils sont en train d'observer très, avec beaucoup d'attention ce qui se passe pour en tirer les leçons et notamment pour un projet éventuel d'invasion de Taïwan. Voilà, donc il y avait en effet de fortes relations entre l'Ukraine et la Chine avant l'invasion. Je crois que même en termes d'investissement, même les Chinois avaient même voulu acheter l'usine aéronautique Sich, mais qui était finalement les Américains se sont opposés. Voilà, mais évidemment avec l'invasion et pour faire plaisir aux Russes, ils ont un peu arrêté ça. Mais les Chinois souhaitent sans doute être présents en Ukraine pour l'après-guerre et la construction, la reconstruction. Voilà. Une dernière question. Oui, une dernière question. Merci. Je vous remercie pour vos interventions très éclairantes. Je voulais juste poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension qui manque dans vos exposés, à savoir, est-ce qu'il n'y a pas, vous avez mentionné à plusieurs reprises l'Iran et la Corée du Nord, qui sont aussi dans le partenariat avec la Russie et la Chine. Est-ce qu'on n'est pas en présence d'une alliance des dictatures totalitaires qui a pour but de tuer la démocratie sur le reste de la planète? Je pense que tous les efforts diplomatiques qui sont consentis par les 4 dictatures totalitaires en direction des pays dits du Sud visent à isoler nos démocraties, les démocraties dans leur seul territoire occidental, c'est-à-dire États-Unis, Japon, Europe. Et je pense que ça fait une différence avec la guerre froide, c'est-à-dire que on a des dictatures totalitaires qui ne sont pas du même type. L'Iran n'est pas du même type que la Russie et la Chine, et la Corée du Nord est encore un autre type. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement ce qui est très effrayant, c'est que ces dictatures totalitaires, en dépit de leurs idéologies différentes, réussissent à trouver un partenariat ou une alliance, je ne sais pas très bien ce qu'il faut dire, mais que ça met un enjeu terrible pour la démocratie dans le monde. Merci. Je dirais que je vais demander à nos interlocuteurs de répondre brièvement parce que ça va être pour une part le thème de la 3e table ronde, ce qui sera sur les politiques d'expansion et les méthodes de projection de puissance. Je pense que Jean-Sylvestre Mongrenier et en particulier Jean-Maurice Ripper répondront cet après-midi largement à cette question. Pas mieux. Merci. Merci. Je suis désolé, mais le temps doit être respecté. Merci beaucoup pour cette première table ronde. Merci, monsieur.